L'intention est juste. L'intention est juste dans le sens où on veut que nos joueurs aient une meilleure coordination. On veut, on veut peut-être des temps de contact au sol qui sont plus courts. On veut une fréquence d'appui qui est très très élevée. Parce que si on regarde en fait ce qui se passe avec un sprint, un vrai sprint, toutes ces choses-là sont importantes. On a une coordination au niveau du mouvement euh, du haut et du bas du corps. On a enfin, encore une fois, suivant les actions, soit une dissociation, soit une coordination, haut du corps, bas du corps. Quoi qu'il arrive, ça travaille tout bien ensemble et on arrive à passer de manière fluide d'un mouvement à l'autre, que ce soit par exemple d'un sprint à un changement de direction, des choses comme ça. Donc, oui, est-ce qu'on veut plus de coordination pour être meilleur au foot, au rugby, etc. Absolument. Est-ce qu'on veut des temps de contact au sol qui sont plus courts? Ben, alors ça, c'est une question intéressante parce que on regarde à haut niveau, les sprinteurs de haut niveau, les temps de contact au sol, c'est en dessous de 100 millisecondes. Ok, donc on se dit, si on veut aller vite, il faut faire pareil. Il faut toucher le sol très très rapidement et il faut pas passer trop de temps au sol. Ce qui est pour moi, c'est encore une fois, l'intention elle est juste, mais la réflexion elle est pas bonne dans le sens où les sprinteurs de haut niveau, ils touchent le sol pour moins de 100 millisecondes sur leurs appuis les plus rapides, hein, on est d'accord. Par contre, ils génèrent une force au sol qui est absolument monstrueuse dans ces temps-là. On parle de 4 pour les sprinteurs d'élite, on parle de 4 à 5 fois le poids de corps qui est en termes de force qui est généré sur chaque appui. Donc tu génères 4 à 5 fois ton poids de corps sur un appui qui dure 100 millisecondes, ce qui est absolument énorme. Tu compares ça même au squat, il y a aucun footballeur qui squatte 4 fois, 5 fois son poids. Et en plus, le squat, tu passes tout ton temps au sol, hein, les pieds ils bougent pas. Donc c'est déjà pas du tout le même mouvement, mais tu te rends compte quand tu parles en termes comme ça de la magnitude, de l'amplitude de la force que ces sprinteurs génèrent et qui est nécessaire donc pour sprinter rapidement. Et donc dissocier l'aspect de la force qui est générée et le temps de contact au sol, pour moi, c'est une réflexion qui est fausse. On peut pas avoir un paramètre sans l'autre. On peut pas juste dire on va vite toucher le sol et juste parce que les sprinteurs ils font comme ça et parce que quand ils vont vite c'est comme ça qu'ils font. On regarde un paramètre plutôt que de regarder l'ensemble du mouvement. Et pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est pareil en termes de fréquence d'appui. On dit ah oui, on veut une fréquence d'appui qui est vachement élevée parce que les mecs quand ils courent, ils touchent le sol tant de fois par seconde et on veut essayer de répliquer ça. Encore une fois, c'est l'intention est juste, mais la réflexion est fausse dans le sens où on peut pas découpler la fréquence d'appui et la longueur de chaque foulée. C'est deux choses qui travaillent ensemble dans le sprint. C'est pas soit l'un soit l'autre. Et on peut pas juste si on a les deux, comment dire ça, les deux boutons pour la fréquence d'appui et la longueur de foulée ou d'enjambée, on peut pas juste dire je vais monter la fréquence d'appui au max sans avoir aucun impact sur ensuite la longueur de la foulée. C'est clair et on le voit sur les échelles. Si tu montes la fréquence d'appui au max en isolation avec une échelle, avec des boîtes qui sont arbitrairement dessinées en termes de taille et d'organisation, ça a rien à voir avec les longueurs Ouais, c'est pas d'enjambées que tu vois dans le sprint. Moi, ce qui me dérange aussi avec les trucs d'agilité, c'est que c'est très, très robotique en soi. Tu suis en fait quand tu joues sur un terrain de foot, tu vas regarder Messi, ses pieds bougent super vite, etc. Comme tu dis, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout robotique comme une échelle t'entraînes à faire. Ouais. Moi, c'est ça qui me dérange aussi, tu vois. Je pense l'argument est juste quand on dit que, à mon avis, par exemple, dans le sprint, dans l'accélération linéaire, dans le sprint, il faut apprendre les bases, il faut apprendre les règles avant de les casser. D'accord? Donc, il faut apprendre à courir correctement avant de commencer à faire des trucs un petit peu plus freestyle. Si tu regardes, j'avais vu une très, très bonne série de photos qui était issue d'une vidéo de Mbappé, si je me trompe pas, qui courait avec un ballon. Et en gros, tu le regardes sprinter avec ou sans ballon, ses jambes, elles font exactement la même chose. Ah, c'est même si il arrivait. Alors qu'il conduit la balle, c'est intéressant. Il conduisait la balle, par contre, dès qu'il avait poussé la balle là où il voulait, il se remettait instantanément dans sa forme de sprint en termes de foulée, en termes de positionnement des membres inférieurs, etc. Et donc, ces gars-là, ils ont appris à courir correctement. Et encore une fois, si tu compares ce qui se passe dans un sprint où les mecs ils courent à 30, 35 km/h ou même plus,
et après tu compares ce qui se passe sur une échelle d'agilité, ça a rien à voir. C'est un monde complètement différent. Et encore une fois, d'essayer de faire un parallèle entre les deux, juste en disant que oui, mais la fréquence d'appui au sol est vachement élevée, oui, mais le temps de contact au sol est vachement bas. Pour moi, c'est pas des arguments qui tiennent la route parce qu'il y a tous les autres paramètres qu'on oublie en fait, qu'on considère pas et qu'on mentionne pas. Et si on les considère, on se rend compte que l'échelle d'agilité a rien à voir avec un sprint. Et après, on peut le faire aussi au niveau des changements de direction. Les angles qu'on va atteindre avec nos jambes quand on est sur une échelle d'agilité ont rien à voir avec les angles que tu peux observer sur un terrain quand les gens font des changements de direction. C'est pas des positions qui sont équivalentes. Donc, pour moi, si tu veux, si on prend un spectre d'efficacité, déjà là, on part de zéro, on part de rien du tout. Donc, si ton athlète il fait rien en termes de travail de sprint et d'agilité, tu vas être à zéro. Ok. Après, tu as l'échelle d'agilité. À mon avis, elle est à peu près ici, ok, par rapport au zéro. Donc, est-ce que pour un athlète qui a jamais fait de travail de vitesse, jamais fait de travail de coordination, jamais fait de travail d'agilité, est-ce que ça va leur être bénéfique ça plutôt que rien? Bah, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est la façon la plus efficace de travailler la coordination, l'agilité et toutes les facettes de la course? À mon avis, pas. À mon avis, tu as zéro, tu as l'échelle d'agilité et après, tu as apprendre à sprinter, même ouais là-bas, tu vois, là-bas au fond. Apprendre à sprinter, gamme athlétique, toutes ces choses-là qui sont des mouvements où bah, tu vas développer toutes les qualités que tu développerais avec une échelle. Par contre, dans un contexte qui est infiniment plus proche du sprint ou de la course et des changements de direction et du travail d'agilité que tu ne l'es sur une échelle. Du fait que sur l'échelle, tu regardes en bas, la distance entre tes appuis, c'est quasiment rien. Ta vitesse de déplacement, c'est quoi? C'est 0,5 mètres seconde, c'est peut-être 1 mètre seconde. Encore une fois, je me permets de mettre un petit peu le feu aux échelles et c'est plus pour dynamiser un petit peu la conversation. Ouais, c'est pour générer une conversation et une discussion qui va un petit peu plus loin que oui, mais je veux que leur pied bouge vite. Du coup, pour conclure, par rapport aux échelles d'agilité, toi, tu les jetteras à la poubelle pour la plupart du temps, mais du coup, tu t'en fais beaucoup moins. J'utilise pas du tout. Par contre, pas du tout. Même en éducation, si jamais tu dois t'occuper d'un athlète qui. Même en rééducation. Ouais, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il soit capable de sprinter à nouveau. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la progression qui va nous permettre de le ramener ou de la ramener à son niveau préalable ou même au niveau du dessus pour pas qu'il se reblesse. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on pourrait utiliser une échelle? Oui, on pourrait. Est-ce que c'est le meilleur outil pour la tâche qu'on essaie d'accomplir? À mon avis, pas. À mon avis, pas. Et pour tous les arguments que j'ai mentionnés avant.